On va poursuivre. Je vais accueillir Arnaud Giraudon, qui est directeur général de Compte Nickel. Alors Arnaud, pour présenter Arnaud rapidement, quelqu'un que je connais depuis plus de 20 ans maintenant, donc ça nous donne un peu d'âge également à lui comme à moi, même s'il a moins de cheveux blancs que je peux en avoir. Donc Arnaud a commencé sa carrière au niveau du groupe qui s'appelait CMB à l'époque, Crédit Mutuel Bretagne, Arkea aujourd'hui. Il a fait un parcours dans lequel il a eu notamment la création de Symphonis, que tu as créé dans les années 2000, 2001 de mémoire, que j'ai pu diriger après toi d'ailleurs, qui a donné naissance à Fortuno Bank quelques années après. Tu as ensuite été patron de la banque privée européenne du groupe, banque privée, puis de Suravenir, l'assureur de la maison, avant de repartir en entrepreneuriat pour créer A comme Assure avec le groupe Ouest France. Et puis, sans doute piqué par quelque envie de faire autre chose, tu te retrouves aujourd'hui directeur général de Compte Nickel. Et quelque part, j'ai envie de dire, tu reviens un peu banquier, puisque tu viens d'être racheté par BNP Paribas. On y reviendra sur le tout à l'heure. Arnaud, je te passe ta parole pour nous présenter Compte Nickel, et puis on prendra une ou deux questions tout à l'heure. À toi. Merci Ronan. C'est vrai que c'est un vrai plaisir d'être devant vous aujourd'hui pour vous parler de ma nouvelle aventure qui est Compte Nickel, une entreprise que je dirige depuis un an maintenant, et une entreprise qui s'est créée il y a 5 ans, et le service existe depuis 3 ans. Compte Nickel, c'est quoi? C'est de la banque chez les buralistes, pour faire simple. Vous arrivez dans un bureau de tabac, un de nos 2500 bureaux de tabac partenaires, vous avez 20 €, un billet de 20 €, une carte d'identité, et 5 minutes plus tard, vous ressortez avec une carte Mastercard, interbancaire international, et un relevé d'identité bancaire. Donc c'est très simple, ça s'ouvre à tous, il faut avoir plus de 12 ans, et ça rencontre un vrai succès. Aujourd'hui, en termes de... Pour comment ça fonctionne aussi, pour vous donner une idée. Ensuite, vous allez tout gérer à distance. Donc, on est quelque part une forme de néobanque parce qu'on gère toute la relation à distance sur une app, sur Internet. On a bien sûr un service client d'une centaine de personnes, mais c'est un modèle qu'on appelle phygital d'une certaine façon. Il y a du physique au début et ensuite, il y a du digital pour la relation client. Voilà en quelques mots. Chez nous, il n'y a pas de découvert, ce qui nous permet d'adresser toutes sortes de populations, y compris les interdits bancaires. Et on fonctionne en temps réel, donc c'est une vraie prouesse technologique quand on connaît les infrastructures des banques traditionnelles fondées sur des traitements batch, des traitements quotidiens. L'ensemble de nos opérations sont réalisées en temps réel. Donc ça nous permet de faire en sorte que si vous n'avez pas d'argent sur votre compte, eh bien vous pouvez juste pas payer. Donc il n'y a pas la mécanisme du découvert, il n'y a pas tous les frais qui vont aller avec les découverts. Il faut savoir qu'en France, 60% des gens qui ont été à découvert l'année dernière ont payé des frais, parce qu'ils ont été à découvert irréguliers. Et ces frais en moyenne, ça a été 60 €. Donc ça coûte cher le découvert. Et ça met les gens en difficulté. Donc nous, pas de découvert, donc pas ces coûts associés. Donc oui, ils sont simples, c'est 20 € par an. Et ensuite, 1 € par retrait fait sur un guichet automatique de banque. Et 2% quand vous déposez de l'argent chez le buraliste. Voilà, parce qu'on gère aussi les espèces. Et ça, c'est important, notamment dans une population qui utilise les espèces. On parle beaucoup de néobanques, de millénials. On n'est pas particulièrement sur cette cible-là. On est pour monsieur tout le monde. Et monsieur tout le monde, eh bien, parfois, il a de l'argent aussi en termes d'espèces. En revanche, chez nous, pas de chèque, parce que le chèque, ça génère du découvert potentiellement, et on ne veut pas mettre les gens en situation de difficulté. Donc voilà un fonctionnement à la fois simple en façade, très épuré, transparent, mais qui derrière s'appuie sur des technologies importantes. On parlait tout à l'heure de KYC, connaître son client en français. En 5 minutes, on ouvre le compte, ce qui est très rapide, notamment grâce à des bornes qu'on installe chez les buralistes avec des mécanismes de reconnaissance de caractère, etc. Donc voilà comment ça fonctionne. Pour qui ça intéresse, je vous l'ai dit initialement, les interdits bancaires, mais on a élargi progressivement notre population à différents usages, intéressés par le côté temps réel. Donc ça va être des jeunes, dès 12 ans, et n'ayant pas de découvert, c'est un bon apprentissage de l'argent. Ça va être des gens qui veulent acheter sur Internet en toute sécurité, parce que comme il n'y a pas de découvert, si on vous vole votre numéro de carte, on vous prendra jamais plus que ce qu'il y a sur le compte. De surcroît, comme c'est en temps réel, vous pouvez, sur notre application, couper en temps réel tous les flux sur votre carte, ou simplement les flux sur Internet, ou simplement les flux à l'étranger. Donc c'est une sécurité renforcée. Et il y a encore plein d'autres usages qui se développent et qui nous ont surpris. En termes de chiffres, on est le premier ouvreur de compte en banque en France. On en ouvre 26 000 actuellement. Donc on a doublé de taille en 1 an. On a ouvert 600 000 comptes en plus de 3 ans. Quand je suis arrivé il y a 1 an, on était 60, on est 200 aujourd'hui, dont une centaine d'emplois qui ont été créés à Nantes. Donc Nantes est en Bretagne, donc ça me fait toujours plaisir de continuer à créer des emplois en Bretagne. Voilà.
Voilà les chiffres clés. En termes de revenus aussi, c'est important parce que Paul en parlait. Il y a beaucoup d'initiatives dans les néobanques. Le fait est qu'il faut aussi générer des revenus et c'est une des problématiques qu'évoquait Pumpkin, hein, parce que derrière, il faut même faire des euros. On est en termes de chiffre d'affaires la première néobanque en Europe, loin devant des number 26 ou qui sont très tendance. Nous, on n'est pas très glamour, hein, parce qu'on allie du physique et du digital, mais on fait des vrais revenus. Et parce que 60% des gens utilisent notre compte comme compte principal. Ils vont domicilier toutes sortes de revenus, en particulier des revenus sociaux, des revenus de Pôle emploi ou des revenus d'employés. Et c'est important pour eux. Et donc, ils en font un vrai compte, qui est un compte de plein exercice. Après, on pourra reparler, comme disait Ronan, nous, on est sur le paiement, mais pas que le paiement, on est paiement et tenue de compte. Donc, ce qui est quand même une deuxième dimension. Et étant dans cette position centrale de la relation bancaire, il nous est possible, à moyen terme, non pas d'aller faire de l'épargne, du crédit comme j'ai pu le faire par le passé, mais de se concentrer et d'être excellent sur cette mission-là, mais ensuite offrir des interfaces via des API, des interfaces personnalisées avec d'autres acteurs du monde de l'épargne, de l'assurance par exemple. Voilà, je vous ai dit ce qu'on faisait, pour qui on le faisait, les chiffres que ça donne. Voilà un résumé de Compte Nickel aujourd'hui. Merci Arnaud. C'était très clair. Il y a pas mal de questions, donc c'est intéressant. D'ailleurs, des questions que j'avais en tête, donc je vais les poser. Des questions, j'imagine qu'on te pose très régulièrement. J'ai aucun doute sur le fait que tu fais toutes les réponses. Il y a une question qui ressortait tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que le compte Nickel est toujours aussi nickel maintenant qu'il a été racheté par BNP Paribas? Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est un vrai sujet. On a été racheté donc par BNP Paribas hier ou avant-hier, je crois. Le closing exact est intervenu avant-hier, même si l'annonce est faite en avril. Et là, ça renvoie à ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur l'avenir des fintechs. Et je suis assez d'accord avec ce que disait aussi Paul Misrahi, c'est qu'il est difficile d'être un acteur pan-européen dans le monde de l'industrie bancaire. On l'a tous vécu du temps de la bourse en ligne, combien d'échecs et de déconvenus à ceux qui entendaient conquérir le monde, qui s'appelle à l'époque Self-Trade ou Comdirect, etc. Les Allemands, que ce soit les Allemands, des Français, ça n'a jamais marché. On nourrit l'espoir qu'avec les nouveaux directives européennes dont tu parlais, on puisse se transposer facilement dans l'univers des paiements, mais c'est loin d'être aussi simple quand on regarde les choses de près. Donc se pose quand même la question des valorisations. Si on voulait aller plus loin, si on voulait faire l'international, il fallait trouver les fonds pour ça. Et alors des fonds, on en avait, simplement, ça allait amener des valorisations. Si des fonds rentrent, il faut le savoir, c'est qu'ils attendent faire 3-4 fois la mise. Et on est sur des niveaux de valorisation de la société qui allait amener une licorne. Faire une licorne dans le domaine en Europe sur des établissements de paiement, c'est pas gagné pour les problématiques en B2C, je parle pas en B2B, de scalabilité et de transposition dans les autres pays. Donc ça, un problème de croissance, un problème d'actionnariat aussi, des actionnaires qui nous suivaient plus forcément. On avait 140 actionnaires, donc qui, quand on faisait des projets avec un peu ambitieux, eh bien, ils étaient plus forcément là pour nous suivre. Et dans un contexte où Orange arrivant, Orange dit, moi, je vais perdre 100 millions d'euros par an pendant 3 ans. Alors nous, on a perdu bêtement 40 millions d'euros en 4 ans. On se dit, ils risquent de faire des bêtises dans l'univers et de nous mettre en difficulté. À Carrefour Banque, c'est lancé également, nous copiant. Donc on se dit, attention, il faut jouer à armes égales face aux autres acteurs. Donc on était régulièrement courtisés. Et on a eu plutôt un bon fit avec les gens de la BNP, assez humbles, prenant conscience du fait qu'ils n'étaient plus capables d'innover vraiment sur ces nouveaux modèles-là. Je ne veux pas généraliser, mais c'est dur dans un très grand groupe d'innover et découvrir ces nouveaux usages, surtout sur les segments de clients qu'ils ne connaissaient pas, particulièrement, BNP étant plutôt dans le monde de l'entreprise ou dans la banque privée. Donc il y avait une bonne complémentarité, une vraie ambition à respecter la marque, en disant on a des normes de conformité qu'ils ont de compliance, comme on dit tout à l'heure, qui s'imposent à nous, mais de toute façon ils s'imposent à tout le monde, des exigences de rémunération d'actionnaires, mais on en avait déjà, ils étaient exigeants, et pour le reste ils respectent la marque, ils apprécient la dimension sociale du projet, et ils sont prêts à nous donner les moyens pour être plus ambitieux, y compris à l'international, y compris pour étoffer notre gamme. Donc ça nous a donné envie de les suivre. Et cocher quelques cases intéressantes, effectivement. Voilà. Peut-être une autre question encore, avant de passer la parole à l'intervenant suivant. Une super idée, blanchir de l'argent sale, Compte Nickel, pour le coup, Alain, ou pas? Alors ça, c'est important parce qu'effectivement, on peut se dire, c'est tellement simple que je vais pouvoir aussi blanchir facilement. Il faut savoir qu'on vient de faire l'objet d'une mission de contrôle de la CPR, la Banque de France, qui ne nous a pas sanctionnés au terme de cette mission, alors qu'elle a sanctionné bien des établissements. Donc c'est plutôt rassurant sur les dispositifs chez nous. Pourquoi ?
Parce que quand vous ouvrez un compte Nickel, au premier euro, on va vérifier votre pièce d'identité. On a des algorithmes qui contrôlent la pièce d'identité. Votre téléphone mobile, instantanément, on renvoie un ping SMS pour vérifier que c'est bien vous qui allez répondre derrière. On prend une photo sur la borne. Le buraliste vérifie la carte d'identité. J'ai un service de 15 personnes qui re-regardent les cartes d'identité. Et j'en ai 30, j'en avais 15 il y a 6 mois, qui en permanence scrutent avec des algorithmes faits par 4 statisticiens tous les gens qui auraient des comportements bizarroïdes. Donc autant vous dire qu'on met beaucoup d'argent là-dessus. Et pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'avenir effectivement pour ce qu'on appelle les RegTech, donc des sociétés, des startups qui développent des technologies permettant d'automatiser, de gagner en productivité, gagner en fiabilité sur tous ces process-là. Et au début, c'est pas très sexy comme secteur. Et plus j'investis, plus je m'intéresse à ça. Il y a beaucoup d'innovations à le faire de manière productive et efficace. Donc le conseil effectivement blanchisseur, c'est aller voir ailleurs. Donc, je peux témoigner effectivement parce qu'Acrimate Turca a accompagné Compte Nickel techniquement, qu'effectivement oui. c'est très propre, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est vraiment fait de manière nickel, pour reprendre le nom de la banque en question. Une dernière question peut-être plus personnelle à laquelle je pense à l'instant. Tu es parmi nous quelqu'un qui a connu successivement les grands groupes, plus ou moins grands on va dire, et en même temps les aventures entrepreneuriales. Si tu devais donner des conseils à ceux qui, un jour, peut-être, verront une participation prise à leur capital, c'est le cas de Constantin tout à l'heure, ou se verront rachetés par un grand groupe un jour, et qui sont amenés à rester au manège. Qu'est-ce que tu donnerais? Alors, je ne sais pas si tu veux dire des conseils, mais en tout cas, quelques guides pour ne pas se perdre, parce qu'on sait de quoi toi et moi on peut parler, pas se perdre dans les méandres d'un grand groupe et trouver finalement le bon arbitrage entre garder son ADN d'entrepreneur et en même temps se caler sur la respiration d'un grand groupe qui n'est pas forcément celle d'une start-up. Ouais. Et juste avant de répondre à ta question, déjà tu rappelais que le Crédit Mutuel Arkea a été à l'origine du compte Nickel, et ça me permet de rendre hommage à toi en particulier, à Fabrice Bazar qui avait fait confiance au fondateur du compte Nickel, dont je ne suis pas. Il y avait 4 fondateurs, Riyad Boulanoir en particulier, qui est venu vous voir, et Crédit Mutuel Arkea, fidèle à son esprit d'innovation, et à l'époque où c'était pas tellement la mode, a répondu présent pour avoir une tenue de compte, parce que nous ne sommes pas teneurs de compte, il nous fallait une banque. Et ben il y a peu de monde à se précipiter sur la place, je pourrais même dire il y a personne, si ce n'est Crédit Mutuel Arkea. Et donc je pense pas que Nickel serait aussi fort aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Crédit Mutuel Arkea. Donc je pense qu'il faut le souligner. Deuxièmement, alors pour répondre à ta question directement, oui c'est vrai que j'ai vécu ces deux mondes-là, et je retrouve des réflexes dans le monde BNP qu'on connaît dans les grands groupes, et c'est inhérent à tout grand groupe. La taille génère de la complexité, des jeux politiques, des choses que j'apprécie pas particulièrement. Je suis pas très doué pour ça d'ailleurs, mais donc je les observe. Le conseil de fait aussi, moi je suis arrivé là, c'est le fonds d'investissement qui m'a fait venir dans une deuxième phase de croissance de la société. C'est-à-dire que les fondateurs initiaux, ils étaient beaucoup moins compatibles avec un acteur institutionnel que je ne le suis, puisque je suis à peu près bilingue entre la start-up et l'institutionnel. Et c'est pas un hasard. Je pense qu'une des clés aussi, c'est que j'ai beaucoup travaillé après la grosse phase de développement de la société, certes à poursuivre le développement, mais en optimisant beaucoup la partie risque et organisation. Et ça, c'est un conseil amont. Avant, si on envisage un jour une prise de participation par un acteur institutionnel, il faut se doter, soit via le management, soit sous d'autres formes, d'une mise à niveau conforme aux standards attendus d'un acteur. Paradoxalement, le prix n'a pas été la première des préoccupations dans les débats. Le gros sujet, ça a été la conformité et l'informatique. Donc des points très sensibles sur l'organisation structurelle. Donc ça, il y a l'amont. Et puis en aval, l'histoire est à écrire. Je pense que la culture des groupes déjà a changé. Je parlais d'une forme d'humilité, une posture d'humilité qui n'existait pas il y a quelques années. Cette posture d'humilité vient des chiffres. Quand je vous dis qu'on ouvre plus de comptes que tout le Crédit Agricole, toutes les caisses d'épargne, alors qu'on est 200, ça les bouscule, les banquiers. Donc il y a une humilité qui est la première des conditions pour accueillir cette différence. Deuxième, la conviction que certains groupes ont de se dire il est parfois compliqué d'innover en interne, mais pas impossible. La preuve, quand on a créé Symphonis au sein du Crédit Mutuel, à l'époque, Louis Echelard avait l'idée de dire on va vous mettre à 3 km du siège pour vous laisser tranquille. Donc, et il y a une sorte de distance physique et une distance qu'il faut respecter. Et en même temps, il y a des choses sur lesquelles on ne mégote pas, qui est la conformité. Et ça, c'est le deal que j'ai passé avec mon futur patron, mon actuel patron, c'est de dire, moi, sur la conformité, je comprends vos exigences. De toute façon, s'il y a un souci chez nous, un jour, ça rejaillira sur l'acteur. Et ça, c'est pas discutable. Tous les startups veulent être indépendants, tout ça c'est sympa, mais la conformité, on rigole pas là-dessus. Et deuxièmement, les retours budgétaires, financièrement parlant. Un actionnaire, il met des sous, il veut des retours. Pour raconter ce qu'on veut, c'est nécessaire. Et pourtant, j'aime la vocation sociale de Nickel, mais ce qui me plaît dans le modèle, c'est qu'on est social, pas que, mais on est social, et on gagne de l'argent.
Et c'est parce qu'on gagne de l'argent qu'on va continuer à investir, qu'on va continuer à se développer. Donc sous ces deux conditions-là, je pense que les grands groupes aujourd'hui sont aptes à donner de la marge de manœuvre, du soutien. Là, je vais donner des exemples concrets. BNP, c'est 30 millions de cartes. Moi, j'en ai que 600 000. Eh bien, demain, je vais économiser beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, je vais aider mes clients à avoir une solution toujours compétitive grâce à leur puissance d'achat, par exemple. Donc, il y a du bon à prendre dans les grands groupes. Il ne faut pas non plus passer d'un excès à l'autre, où les startups seraient géniales et les grands groupes, ce serait nul. Je crois que la vérité, elle est bien au milieu, et c'est cette voie médiane qui m'intéresse d'explorer. Arnaud, un grand merci à toi d'être venu témoigner aujourd'hui. Un bon festival et puis une belle journée. À tout à l'heure. Merci Arnaud. Merci. Du coup,